Allez-y. L'Europe, à l'existence, n'existe pas. Elle n'est ni un continent, ni une culture, ni un peuple, ni une histoire. Elle n'est définie ni par une frontière unique, ni par un destin ou un rêve commun, écrivait Jacques Attali dans son ouvrage Europe avec un S. Et s'il avait raison? Et si l'Europe n'était qu'une vaste fumisterie mise à nu par la modernité? Pour en parler aujourd'hui, nous recevons Julien Rochdy, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur la chaîne de Lycépien. Vous êtes essayiste, ancien homme politique et youtubeur à vos heures perdues. Bienvenue sur Lycépien. Merci de m'accueillir. Ayant choisi de consacrer cette interview au thème de l'Europe, il nous semble évident de commencer par vous poser cette simple question. Quelle est pour vous la définition de la civilisation européenne ? Alors, c'est une question évidemment très intéressante. Je n'en attendais pas moins d'étudiants de l'ICEP, n'est-ce pas ? Simplement, j'étais en train de réfléchir à la phrase d'Attali. C'est vrai qu'en fait, l'Europe, telle qu'elle est définie notamment par l'Union européenne, n'est que pure abstraction. Et que par conséquent, on pourrait se dire qu'elle n'existe pas, parce que tout ce qui est abstraction s'envole facilement dans le ciel des idées. Et la dernière définition donnée de l'Europe par la présidente de l'Europe, je sais plus quoi, je me rappelle jamais Von der Leyen, a défini d'ailleurs l'Union européenne comme une communauté de valeurs, des droits de l'homme et ainsi de suite. Donc en fait, l'Union européenne, l'Europe semble être en effet un ectoplasme qui n'a aucune incarnation. Or, une identité, c'est ce qu'il y a d'une incarnation. Et puisque vous me posez la question de savoir ce qu'est la civilisation européenne, eh bien c'est précisément un ensemble de choses incarnées que l'on peut remarquer au premier coup d'œil, notamment lorsque l'on voyage. Aujourd'hui, j'ai coutume de dire qu'on se sent revenir chez soi quand on revient en Europe. Parce que maintenant, bien sûr, on peut passer d'un continent à un autre assez rapidement. Et quand on a l'habitude de partir dans les pays arabes, en Afrique, en Asie, honnêtement, quand votre avion est détourné, qui doit revenir à Paris, supposons, et il est détourné sur Vienne, il est détourné sur Prague, il est détourné à Madrid même, et vous devez passer une après-midi ou une journée sur place, eh bien en fait, vous sentez tout de suite que vous arrivez sur un continent, dans un espace qui vous appartient, qui vous est familier. Alors bien sûr, c'est pas votre petit village chez vous, là, c'est quelque chose qui est tout à fait singulier, votre chez-soi, votre village, votre ville, votre région, tout ça, ce sont des cercles après qui augmentent. Mais honnêtement, dans l'espace mondial aujourd'hui, quand vous revenez en Europe, vous sentez directement que vous êtes en Europe. Et pour plein de petites choses que je ne vais pas citer ici parce que ce serait trop long, mais vous sentez que vous entrez dans un espace qui a été christianisé, un espace qui a une culture gréco-latine aussi, ou germanique, des influences diverses entre le monde anglo-saxon, le monde germanique, le monde slave, le monde latin, le tout dans cette culture helléno-chrétienne. Il y a plein de... Et puis d'un point de vue ethnique aussi, c'est quelque chose que moi je ne redoute absolument pas à dire, parce qu'on dit que l'Afrique est le continent noir, on dit que l'Asie c'est le continent jaune, et bien en Europe aussi, alors jusqu'à quand on ne sait pas, mais en tout cas l'Europe c'est aussi le continent blanc, vous vous retrouvez au milieu de blanc, voilà, pour la plupart. Donc il y a plein de petites choses qui font dire qu'il existe quand même une unité que l'on peut appeler civilisation européenne, unité d'ailleurs qui se prouve et qui se révèle aussi à travers l'histoire, parce qu'en fait toute l'histoire de nos nations, même si c'est une histoire de conflit évidemment, c'est une histoire tellement imbriquée, on a eu tellement de relations de tout ordre, intellectuel, commercial, militaire, artistique et ainsi de suite, que là naît quelque chose qui s'appelle la civilisation européenne. Et je terminerai, parce que je commence à être long et j'en ai conscience, je terminerai d'ailleurs par une donnée très très importante, c'est que je parlais d'ethnie tout à l'heure, eh bien quand on regarde les analyses ethniques, les analyses génétiques, on s'aperçoit que le monde européen est un monde homogène en réalité, contrairement à ce que l'on peut croire. C'est-à-dire qu'on se dit, il y a les Allemands, il y a les Espagnols, on ne se ressemble pas, on est très entre un brun du sud et un blond aux yeux bleus du nord et tout, on est très très différents, on ne sommes pas de même race, etc. En réalité, lorsque vous regardez les proximités génétiques entre les différents peuples européens, vous apercevez que nous sommes extrêmement proches et ce rapprochement génétique est tout à fait différent du monde africain, du monde arabe, du monde asiatique et ainsi de suite. Donc il y a même, en plus de la culture dont je vous parlais, une vraie proximité génétique entre tous nos peuples qui nous permet de dire que la civilisation européenne existe bien. Vous écrivez dans votre livre Nietzsche l'actuel que le principal problème de l'Europe que Nietzsche perçoit, c'est justement la mort de Dieu et que cette dernière, elle a laissé les Européens orphelins. Comment vous expliquez ce phénomène et comment on fait pour remédier à ce problème ?
Alors ça, c'est difficile Parce que justement, est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe nietzschéen d'à la fois critiquer le christianisme qui aurait rendu faibles les Européens et les aurait pervertis, et en même temps de vouloir que Dieu revienne dans la civilisation européenne, et sachant que le christianisme, c'est quand même la moitié des racines de l'Europe. Alors Nietzsche ne souhaite pas que le christianisme revienne, en tout cas officiellement. Enfin, quand on le lit, bien sûr, il ne veut pas que le christianisme revienne, mais il a cette analyse sur la déchristianisation de l'Europe et le gouffre qu'elle entraîne pour la conscience européenne. Et lui, la différence qu'il a, donc c'est un anti-moderne au sens où il va critiquer la modernité. Au sens qu'il va montrer que la modernité repose sur un nihilisme qui risque de détruire la civilisation européenne. Bon. Et donc, comme tous les anti-modernes du XIXe siècle, et qui naissent après la Révolution française, eh bien, il y a ce constat que le progrès, la modernité, ça ne va pas nécessairement vers le bien, le beau, le vrai et le bonheur des peuples. Enfin, le bonheur des peuples, on s'en fout, mais en tout cas, l'avenir de la civilisation. Mais la différence qu'il a, donc c'est un anti-moderne, il appartient aux anti-modernes sans conteste, avec en France les Baudelaire, les Maistre, et puis en Europe il y en a énormément, il y a tout un courant anti-moderne qui est bien plus intelligent en réalité que le courant progressiste, que vous devez d'ailleurs souvent étudier ici en tant qu'école neutre mais un peu plus conservatrice quand même. Le courant anti-moderne, Nietzsche en fait absolument partie. En revanche, ce qui le distingue de beaucoup d'autres anti-modernes réactionnaires, c'est qu'il ne croit pas qu'il soit possible de retourner au christianisme. Et en fait, si vous voulez, c'est un peu la sentence de Dostoïevski, qui était aussi un anti-moderne, c'est de dire en fait, il faut choisir. Et la plupart des réactionnaires de type Maistre et tout ça, Bonal, disent cela. Ils disent c'est soit le christianisme, soit la modernité, c'est soit l'orthodoxie la plus pure, soit la modernité. Il n'y a pas d'entre deux. Et c'est d'ailleurs ce qui va condamner le courant réactionnaire et ce courant-là finalement à l'échec, parce que il y a l'impossibilité pour eux du compromis. Bon. Eh bien, Nietzsche, lui, dit non, il faut dépasser le christianisme, il faut sortir du christianisme pour les raisons que vous avez évoquées, c'est-à-dire que le christianisme a déjà été une rupture dans la tradition européenne et qui aurait corrompu, je pourrais expliquer, si vous voulez, l'analyse nietzschéenne du christianisme, mais lui simplement dit effectivement, maintenant, sans le christianisme, donc avec le fameux Dieu est mort, eh bien, les hommes vont vers la catastrophe. Et il faut trouver un nouveau système de valeurs, de nouveaux buts, en fait, pour vivre, pour ne pas sombrer dans le nihilisme, mais ce ne doit plus être le christianisme. Et donc, de toutes ses forces, il va chercher un nouvel idéal, un nouvel absolu, dont certains d'ailleurs diront que finalement, que c'est un absolu qui singe le christianisme, c'est notamment la thèse de Gustave Thibon. Mais ce nouvel absolu, eh bien, ce sera le surhomme, ce sera toute la philosophie nietzschéenne que l'on connaît. Donc en fait, voilà, ça peut sembler être un paradoxe pour répondre à votre question, mais ça ne l'est pas tant que ça. Voilà, simplement, il dit le christianisme innervait l'Europe. Au début, d'ailleurs, il l'a innervé de façon négative. Ça, c'est la thèse de nietzschéenne de la révolte des esclaves qui s'accomplit à travers le christianisme. Mais force est de constater que ce christianisme a été assimilé par l'Europe, qu'il s'est mélangé à la tradition européenne encore plus ancienne, la tradition antique, qu'il a fondé une civilisation ensuite avec le Moyen-Âge, l'époque médiévale. Et aujourd'hui, on se retrouve face à un néant, sans christianisme. Que devons-nous faire? Les réactionnaires disent revenons à l'orthodoxie la plus pure du christianisme, sinon on va droit vers la catastrophe. Et Nietzsche dit, et il va créer tout un courant. Après, Nietzsche dit non, trouvons autre chose, trouvons un nouvel absolu, et ce doit être le surhomme. Comment vous définiriez justement le surhomme? Alors ça, c'est encore une question difficile qui demande... c'est le moment promo, j'en parle dans mon livre. Alors le surhomme, évidemment, ce n'est pas du tout le Superman qu'on nous décrit, le type qui a des muscles, c'est pas ça. Le surhomme, en réalité, c'est le retour à la conscience tragique grecque, pré-socratique d'ailleurs, qui est l'acceptation, le grand oui à la vie, qui est l'acceptation du destin, du fatum, du destin tragique de la vie, associé à un désir de vivre profond, et donc d'une volonté de puissance qui est diurne et qui est saine, qui n'est pas hypocrite et cachée
et qui passe par les souterrains, comme l'est souvent la volonté de puissance chrétienne, pour Nietzsche. Vous écrivez d'ailleurs dans Nietzsche et l'Europe, si je me souviens bien, que l'Europe a perdu en tant que société du sens parce qu'elle a perdu le sens de la transcendance. Et donc c'est cette transcendance-là qu'elle essaye de retrouver. Oui, c'est le nouvel absolu sans lequel, les civilisations s'éteignent et dépérissent. Parce qu'effectivement, bon là, ça c'est une thèse classique de droite, c'est qu'on ne peut pas, le pur matérialisme ne suffit pas à nourrir l'âme humaine et les populations. Il faut une religion, il faut un absolu, il faut un but, il faut une eschatologie aussi, il faut du spirituel pour nourrir et perpétuer une civilisation. Oui, et ça, Nietzsche en a conscience. Oui. C'est Chesterton qui disait ça, quand on enlève le spirituel, on tombe dans le superficiel. Oui, bien sûr. Et puis on le voit bien, de toute façon, aujourd'hui, ou pas depuis la postmodernité, encore plus, la modernité a engagé ce processus, la postmodernité l'a amplifié. Il y a une sorte de fuite en avant perpétuelle des êtres humains à partir du moment où ils ont perdu ce rapport à Dieu, ce rapport à Dieu. Il y a dans Ce qui unit de Gustave Thibon, il parle du conflit intérieur qui ne peut que naître en réalité par l'absence de Dieu. En fait, l'absence de Dieu, le rejet de Dieu nous fait forcément courir d'une idole à une autre, ou de quelque chose de superficiel à quelque chose d'autre, d'encore plus superficiel. Et donc le conflit intérieur à l'homme, entre l'esprit, le corps, entre plein de choses, est toujours ravivé, et on ne peut y échapper que par une fuite en avant perpétuelle, et c'est la postmodernité jusqu'à la mort en fait. Et il n'y aurait que le retour à Dieu, et donc à un absolu qui nous permettrait de retrouver un équilibre interne, qui nous permette de vivre et de continuer. Pour revenir à un état des lieux actuel de notre Europe, on remarque que depuis 2018, le nombre de naissances est inférieur au nombre de décès. À quoi attribuez-vous ce déclin démographique? De quoi est-il le symptôme véritablement? Alors ça, c'est encore une question intéressante qui nécessite évidemment beaucoup plus qu'une petite réponse que je peux vous donner maintenant, parce que c'est un sujet sur lequel j'aimerais travailler, sur la notion de reproduction. C'est un concept extrêmement intéressant. C'est quelque chose de matériel, la reproduction sexuelle, faire un enfant, mais la reproduction civilisationnelle, le fait de vouloir reproduire, est un concept fabuleux et qui n'a pas été exploité à mon avis, et j'aimerais un jour travailler sur le sujet pour un bouquin. Justement, c'est le non-désir de se reproduire à tout niveau, qui a 1000 causes, qui est le symptôme du nihilisme le plus absolu, et qui se vérifie totalement dans l'Occident actuel. Et en fait, je pense que c'est ce qui est à la base d'ailleurs de tout ce que nous connaissons en termes d'idéologie néfaste, vraiment de tout, de l'antiracisme au féminisme idéologique, tout provient de ce problème fondamental qui est le non-désir de se reproduire, à tout niveau, qu'il soit génétique comme civilisationnel, culturel. Et en fait, ce n'est que lorsque nous retrouverons ce désir de nous reproduire, avec tout ce que cela comporte, que du coup nous retournerons à la vie et nous nous débarrasserons de toutes les idéologies néfastes qui sont anti-vitales en réalité. Et justement, en quoi est-ce que le féminisme contribue à ce nihilisme persistant? Est-ce qu'il en est la cause ou est-ce qu'il en est un symptôme? Non, c'est un symptôme. C'est un symptôme. J'ai un chapitre là-dedans dans mon dernier livre, L'amour et la guerre, parce que j'essaie de prendre un petit peu de hauteur sur le phénomène féministe, pas seulement de le critiquer, les conneries que les féministes peuvent raconter à la télévision aujourd'hui. J'essaie de prendre un petit peu de hauteur, et je crois que quand on voit comment fonctionne un homme et une femme, comment fonctionne l'être humain, tout est fait en nous pour nous reproduire. Tout est fait en nous, dans la rencontre entre un homme et une femme, tout est fait pour nous reproduire. À tout niveau encore, il a créé une famille, et ainsi de suite. Sauf que quand ce désir de reproduction a disparu, la civilisation occidentale, quel est l'intérêt pour un homme et une femme de se retrouver? Alors certes, il y a la fuite en avant dont je parlais au début, on peut avoir des relations sexuelles plus qu'on peut, on peut jouir, on peut rigoler, on peut tout ce que vous voulez, mais le but de la rencontre entre le féminin et le masculin, c'est la reproduction. Et donc si vous enlevez le but suprême qui attire l'homme et la femme, eh bien, ne reste finalement qu'une sorte de... on reste hagard, on se regarde limite dans un premier temps en se disant à quoi sert l'autre, et puis on finit rapidement par se regarder en chien de faïence et à se faire la guerre. Et
sur la séparation des sexes entre le féminin et le masculin, eh bien, il y a indéniablement cette trace du nihilisme qui provient de cette non-volonté de reproduction. Et pour sortir de toute cette période féministe, masculiniste, les hommes contre les femmes et ainsi de suite, eh, je pense qu'il faut, là, c'est ce que je disais, retrouver ce désir de se reproduire. Et à ce moment-là, eh bien, les hommes et les femmes se regarderont à nouveau et trouveront tout de suite à la fois leur place et leur dignité. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de mettre de qui est supérieur, les droits, tout ça ne m'intéresse presque pas. C'est qu'en fait, on retrouve un travail à la masculinité et on redonne un travail à la féminité parce qu'on a envie tous deux de se reproduire et donc l'équilibre et la complémentarité se retrouvent tout de suite. Mmh. Donc il faut travailler là-dessus, en fait, sur le désir de se reproduire, biologiquement, génétiquement et bien sûr culturellement, parce que ça va avec. Le désir de transmettre. Absolument. Et dans ce même livre, il y a toute une catégorie que vous n'évoquez pas forcément, c'est celle de l'islam et de cette nouvelle civilisation qui arrive en Europe. Est-ce qu'on peut considérer que l'islam soit une menace à la féminité occidentale ? Soit une menace, pardon ? À la féminité occidentale. Oui, ça, je pourrais vous répondre, mais ça, je ne serais pas très original. Il y a beaucoup de gens qui parlent de ça. Évidemment que l'islam fait une place à la femme qui n'est pas traditionnellement celle de l'Occident et de la civilisation européenne. Bon, ça, je pourrais en parler, mais je vous dis, on est très nombreux à le dire. Mais paradoxalement, c'est aussi la féminisation, enfin la non-masculinisation plutôt de nos sociétés qui entraîne l'arrivée de l'islam, parce qu'évidemment, l'islam pénètre un territoire qui ne se défend plus. Or, traditionnellement, le rôle de la masculinité était de défendre et de ne pas se laisser pénétrer, pour être tout à fait clair. Justement, vous écrivez dans votre dernier livre, L'amour et la guerre, que la crise de la masculinité s'inscrit dans un contexte plus global, plus vieux et plus profond, qui est celui de la crise de la conscience européenne. Et comment vous expliquez ce phénomène ? Bien, en fait, la crise de la conscience européenne, c'est ce qui provient aussi avec la modernité. Et la modernité, la modernité plus la postmodernité, qui est une aggravation permanente de tout ce que la modernité avait de pire, en fait, a retiré, si je vous parlais d'emploi, de travail donné à la masculinité, en fait, elle a retiré petit à petit, apparemment et symboliquement, les travaux qui étaient traditionnellement dévolus à la masculinité. Donc en fait, nous sommes en face de millions de garçons, de millions d'hommes qui sont au chômage d'un point de vue de leur virilité et de la masculinité, parce qu'apparemment, elle semble absolument inutile. Et effectivement, si la vie consiste à travailler dans un bureau, le cul sur une chaise, à tapoter sur un clavier toute la journée, à être dans des open space, à être pas du tout agressif, parce qu'il faut s'entendre avec tout le monde et faire sourire et être gentil, qu'il s'agit de partir en vacances dans des trucs à la con où tout le monde va, qu'il s'agit, je sais pas, d'avoir exactement les mêmes activités que ses copines, que ses femmes, à regarder les mêmes films, à regarder les mêmes séries, à lire les mêmes livres, bon bref, à être exactement un individu comme une femme ou un individu plutôt neutre. Et ben, cette vie en société-là, qu'on n'a plus le droit de se battre, c'est pas bien, qu'on n'a plus le droit de faire des excès avec l'alcool ou tout de suite parce qu'il faut faire attention à son hygiène de vie, et ainsi de suite. Bref, le masculin, dans ce qu'il est, même dans son esprit, évidemment, l'extrême droite, on est d'extrême droite si on est masculin, si on veut défendre son pays, justement, qu'on ne veut pas se laisser pénétrer à tout niveau. Eh bien, le masculin est totalement inutile aujourd'hui. Et on éduque les garçons en leur disant ce que tu es censé être en tant qu'homme et ce qui te pousse dans tes entrailles à être, parce qu'il y a un aspect culturel, mais il y a un aspect biologique qui nous pousse à être comme ça. Et ça, c'est toutes nos natures profondes, avec la testostérone et ainsi de suite. Mais on passe la modernité et l'Europe aujourd'hui passe leur temps à dire à ces garçons, mais en fait, ce que tu es censé être ne sert à rien dans la société, donc ne le deviens pas parce que c'est mauvais en plus. Donc voilà, la crise de la masculinité est beaucoup plus profonde que ce que parfois certains masculinistes avec facilité disent c'est de la faute des féministes, c'est de la faute des femmes si jamais on peut pas être des hommes aujourd'hui et ainsi de suite. En fait c'est faux, c'est pas de la faute des femmes, c'est de la faute de quelque chose de beaucoup plus profond qui tient à la forme et au fond de notre civilisation aujourd'hui. Et vous parlez de non-masculinisation au lieu de féminisation de la société. Quelle différence vous faites entre les deux ?
Je viens de faire un parallèle dans mon esprit à l'instant, j'y avais pas pensé, mais en fait ce qui est intéressant c'est qu'il faut savoir que tout embryon dans le ventre d'une femme, donc un bébé en devenir, est censé devenir une femme, enfin une fille plutôt, une petite fille. Et en fait ce qui se passe, c'est que, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, je le rentre dans les détails dans mon livre, en m'appuyant bien sûr sur les travaux de médecins, de docteurs, de professeurs là-dessus. En fait, quelque chose va arriver qui va masculiniser, ou plutôt qui va déféminiser l'embryon pour créer un garçon. Et d'ailleurs, sans rentrer encore une fois dans les détails, c'est ce qui... Je ne sais pas si ça je peux le dire, mais c'est ce qui pose problème aujourd'hui, c'est que ce phénomène qui déféminise l'embryon, qui le masculinise pour créer un petit garçon, plutôt que une petite fille, est un phénomène extrêmement fragile dans le corps d'une femme, et qui est extrêmement fragilisé notamment par les perturbateurs endocriniens, le plastique, l'air que l'on respire, ce que l'on mange, et ainsi de suite. Et c'est pour ça que pour beaucoup de petits embryons mâles aujourd'hui, il y a une déféminisation et une masculinisation qui n'est pas complète. Et c'est l'une des choses dont évidemment personne ne parle et dont on n'entendra jamais un mot dans les médias, or pourtant c'est très inquiétant. Bref. Donc en fait oui, la société se féminise dans le sens où il n'y a plus l'apport masculin, il n'y a plus cette déféminisation comme dans le ventre d'une femme finalement, ce phénomène qui apparaît, qui est le phénomène viril en réalité. Le phénomène viril, qu'il soit dans le ventre d'une femme ou dans la société, puisqu'il n'apparaît plus, eh bien la société va naturellement vers une féminisation. Comme l'embryon, si ce phénomène, qui est en fait un afflux de testostérone, je crois, à partir du 3e mois ou quelque chose comme ça, si ce phénomène n'arrive plus ou arrive fragilisé, eh bien l'embryon devient naturellement une femme. Et bien, pour la société, c'est la même chose. Plus concrètement, qu'est-ce que vous diriez à un jeune de 20 ans, parce que vous dites à raison qu'un homme aujourd'hui, avec la mécanisation de la société, la tertiarisation des emplois, n'a plus tellement de rôle. Comment fait un jeune de 20 ans pour retrouver de la virilité, pour avoir un rôle dans la société ? Pour que sa virilité ait un rôle dans la société, moi je pense qu'il est encore possible de vivre en tant qu'homme aujourd'hui. Et alors évidemment, je ne vais pas faire une recette maintenant, mais je pense qu'il est possible d'appuyer encore le dimorphisme sexuel d'un point de vue physique d'abord, et aussi d'un point de vue mental. Et sans être capable forcément de vous donner une recette, parce que moi-même je ne l'ai pas, et la masculinité est toujours un idéal en recherche. D'ailleurs c'est très intéressant et très important à comprendre, c'est que les critiques gauchistes, LGBT, QW, XYZ, et enfin bon, tous ces gens-là, notamment Monsieur Dupuy-Déry, qui a écrit un livre très agressif à l'égard de la virilité, et dont la thèse essentielle est de dire, mais en fait, toute la crise de la masculinité est quelque chose de totalement stupide parce qu'elle a toujours existé. On la retrouve à Rome, on la retrouve en Grèce, on la retrouve au Moyen-Âge, on la retrouve à toutes les époques, et par conséquent, si les hommes sont à la recherche toujours de quelque chose qu'ils semblent perdre, qu'ils semblent être en train de perdre, c'est bien que tout cela n'a aucun sens et que tout cela est absurde. Ce qui est absolument débile, puisque précisément, la masculinité est quelque chose dont il faut faire preuve, comme d'ailleurs c'est la racine même de la masculinité, c'est l'andréia chez les Grecs. On n'est jamais un homme, on doit faire preuve que nous sommes des hommes. Et c'est donc toujours un idéal à atteindre, donc c'est toujours quelque chose de fragile et qui nous inquiète. Mais c'est normal, et c'est précisément la nature même de la masculinité que d'être une inquiétude permanente. Et il n'y a jamais d'hommes qui sont H24, ça existe, il y en a, mais qui sont tout le temps des hommes, qui font toujours preuve de virilité, tout ça c'est une blague, c'est quelque chose que l'on doit toujours chercher, que l'on doit obtenir. Et je repars chez les Grecs, pourquoi il y a la ner, la racine aner, mais la virilité, donc la vraie masculinité, c'est l'andréia, et on fait preuve d'andréia comme je vous ai expliqué, et parce que des types comme Ulysse, qui par exemple, qui est le héros absolu pour moi, encore plus qu'Achille même, va parfois se montrer lâche, et va parfois se montrer extrêmement courageux, et on va lui dire, là tu as été un homme, là tu ne l'as pas été. Et pourtant Ulysse est un homme extraordinaire. Donc, pour en revenir aux jeunes de 20 ans, on doit aller chercher cette virilité sur plein de choses. Il ne s'agit pas, encore une fois, d'être l'homme idéal et parfait, la perfection n'est pas de ce monde comme on le sait, mais il y a plein de pistes qui nous permettent quand même de nous construire en tant qu'hommes, et donc, et ça moi j'assume aussi cette vérité-là, se distinguer des femmes.
Aujourd'hui, toute la civilisation, toute la société nous pousse à, au contraire, être absolument similaires en tout. Non, il faut se distinguer des femmes. Par les voyages que l'on fait, la musique que l'on écoute, les rapports que l'on a avec ses potes, les livres que l'on lit, les sports que l'on pratique, la mentalité qu'on se développe, tout, on peut se distinguer des femmes. Et évidemment, c'est ce qui attire aussi beaucoup les femmes, parce que vu que nous sommes fabriqués pour nous attirer dans nos différences essentielles, évidemment, c'est ça qui fonctionne le plus, en plus pour séduire et pour se reproduire. Et je terminerai en disant que tout de même si c'est extrêmement compliqué aujourd'hui d'être un homme parce que toute la société nous fait la guerre, j'ai envie de dire nous ne sommes pas en guerre. À l'époque de nos arrière-grands-parents, pour prouver que nous étions des hommes, il fallait se retrouver dans une tranchée pendant plusieurs années et vivre des circonstances, enfin je veux dire, dont on n'a même pas idée tellement qu'elles étaient dures. Donc, je veux bien qu'on se plaigne en tant qu'homme de la société actuelle, et je m'en plains évidemment, mais il faut quand même garder en tête que nous, pour prouver que nous sommes des hommes, nous avons 2-3 petits trucs à faire. Effectivement, on doit se reprendre en main sur pas mal de choses, voilà, mais on n'a pas à perdre une jambe comme mon arrière-grand-père dans une tranchée en 14, d'accord ? Donc voilà, ça, il faut quand même que les garçons d'aujourd'hui aussi se mettent des coups de pied au cul et se reboostent par rapport à ça, parce qu'il y a tout aussi un courant de types sur internet qui se disent ah bah maintenant les femmes c'est trop compliqué d'en avoir, c'est trop compliqué d'être un homme, on peut plus se battre, sinon machin, enfin bon bref, qui se laissent aller à un découragement. Non, c'est difficile d'être un homme aujourd'hui, certes, mais c'était plus difficile encore pour nos pères. Donc ne nous plaignons pas trop quand même. Et vis-à-vis de notre pays, parce qu'on a parlé beaucoup de l'Europe, justement quelle est la place de la France dans cette Europe ? Quel est son combat ? Quel est son devoir pour sauver cette civilisation ? Oh, ben là, la France est souvent en première ligne dans l'Europe. C'est quand même parce que la société française, la particularité de la civilisation française dans la civilisation européenne. Moi, je regarde toujours la civilisation européenne comme une belle couronne, ou plutôt comme un beau temple. Et chaque nation est un pilier de ce temple. Ou sur une couronne, c'est un diadème sur une très très belle couronne. Et parce que je suis chauvin quand même, je dirais que le diadème français et le pilier français sont les plus beaux en Europe. Mais le problème, c'est qu'ils ne brillent quasiment plus, et qu'ils ne brillent que chez quelques Français aujourd'hui, et plus dans le peuple français, c'est pour ça que je ne suis pas populiste, qu'ils ne brillent évidemment pas chez beaucoup de nos élites, la plupart de nos élites, et qui brillent seulement chez une petite partie, une petite minorité de Français qui ont encore envie de perpétuer la France, qui ont encore envie de se reproduire en tant que Français. Et c'est nous en fait, et c'est vous, tous les jeunes de l'ICEP, c'est à nous de faire briller encore ce joyau français au sein de la civilisation européenne. C'est un sacré boulot, mais bon, il faut garder espoir, il faut continuer. Quand on est d'une vieille souche comme ça, on sait que si on arrive à conserver cette souche, aussi minime soit-elle, un jour elle pourra reverdir. Garder l'espoir et l'ambition de la grandeur. En fait, on s'en fout si l'arbre tombe, si les branches doivent se couper, l'important c'est la souche. Si on conserve cette petite souche, derrière, l'arbre pourra repartir. Donc en fait, ce que l'on est en train de défendre et ce pourquoi on se bat aujourd'hui, c'est pour la souche. Préserver. Ouais. Écoutez, merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Merci beaucoup. Et si cet entretien vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous pouvez aussi nous retrouver, Lycépiens, sur Instagram, sur Telegram, sur Twitter et sur Facebook. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.